Le contexte de la création du Jardin des Prés-Fichot, dont nous fêtions en 2020 les 90 ans, et nous nous plaçons dans l'optique de son centenaire. Le contexte de sa création, c'est l'urbanisation d'une zone qui est entre la gare de Bourges, donc qui a été créée en 1850, et le centre-ville. Cette zone était occupée par des marais cultivés, était devenue délaissée. Donc la volonté était hygiéniste et urbanistique de construire un jardin dans un grand triangle qui fait près de 4 hectares. Henri Laudier, qui a été élu en 1919, donc un maire SFIO, donc tout à fait dans cette logique hygiéniste, a souhaité donc faire un jardin pour l'entrée de Bourges depuis la gare. Henri Laudier a tenu au fil des années à avoir vraiment un vrai programme espace vert au sein de la ville de Bourges. C'est un maire qui n'a cessé de verdir en fait la collectivité. Ce qui n'était pas si courant à l'époque, puisque c'était la fabrication de plusieurs squares, le square des Postes, le square de la rue de Dain, le boulevard Laïtol pour les gens qui connaissent Bourges. Henri Laudier a tenu au fil des années à avoir vraiment un vrai programme espace vert au sein de la ville de Bourges, dont bien sûr le Jardin des Prés-Fichot est le point d'orgue. Nous ne pouvons pas parler des Prés-Fichot sans parler de son créateur-concepteur, Paul Margarita. Paul Margarita, c'est un fils d'horticulteur de Mehun-sur-Yèvre, donc une petite localité près de Bourges, qui a créé son entreprise. C'est une famille de jardiniers, donc une famille plutôt modeste au départ. Paul Margarita n'a pas fait de grandes écoles, n'a pas été architecte. Simplement, il était peintre amateur, féru de jardin. Pour pouvoir vraiment exercer son art, il a donc cherché à rejoindre les services de la ville de Bourges qui pouvaient lui donner enfin la liberté de pouvoir mêler son amour du dessin et de la peinture et du jardin. À souligner que à l'époque, toute une partie des concepteurs de jardins n'étaient pas nécessairement, encore une fois, des architectes formés, donc aux Beaux-Arts, et donc ces personnes étaient plus ou moins autodidactes et avaient un vrai talent, à la fois de pinceau et de connaissances végétales. Les premiers coups de pelle, on va dire, ont été faits en octobre 1923. D'abord pour l'assainissement et le remblaiement de cette zone maraîchère, ensuite pour la construction des infrastructures. Alors à savoir que comme on est sur des marais, l'eau est toute proche, on est au-dessus de la nappe phréatique, et que la plupart des ouvrages, escaliers et les bassins ont été appuyés sur des piliers en béton ou sur des plateformes en béton armé, ce qui était quand même très innovant pour l'époque. Ce jardin va d'abord être établi sur des plans tout à fait typiques du début du XXe siècle, donc un retour au jardin régulier avec des tracés très rectilignes, géométriques. Et au fil du temps, puisque c'est un chantier qui va s'échelonner de 1923 jusqu'en 1930, le jardin va s'agrémenter d'éléments de décor de plus en plus art déco. Rappelons-nous que 1925, c'est l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, et que là va vraiment être jeté des codes très très spécifiques de cette époque-là. Donc parmi les codes art déco, nous avons ici par exemple le dallage, qui est un dallage tout à fait typique de l'époque, particulièrement ici d'ailleurs où il est légèrement teinté avec des contrastes. La pièce d'eau avec des formes très simplifiées, classiques mais simplifiées. Les boules de buis, alors les taupières ne sont pas uniques de l'époque art déco, par contre le motif de la boule est tout à fait représentatif de cette époque-ci.
Si on va un peu plus loin, nous voyons ici les maçonneries, et alors tout particulièrement ces maçonneries donc, de pièces d'eau qui sont en gradine. Nous le verrons dans d'autres endroits, mais ces gradines sont également tout à fait typiques que de l'époque. Enfin, une céramique qui vient de la manufacture de Sèvres, donc, qui est un grès, donc un grès en céramique, qui était très utilisé à l'époque, puisqu'on a commencé d'une manière industrielle à reproduire des motifs artistiques et de pouvoir les mettre dans l'espace public. Alors, le seul inconvénient, c'est que c'est des statues qui sont un petit peu fragiles. Celle-là a bien résisté au temps. C'est néanmoins le second exemplaire, puisque le premier a été détruit assez rapidement en 1937 par un ouragan, mais immédiatement remplacé par la manufacture de Sèvres. Alors nous avons ici à nouveau un ensemble de codes art déco. Le bassin donc semi-octogonal, tout à fait typique de l'époque. Les gradines qu'on retrouve et qui sont, si vous regardez une vue du pavillon de Sèvres de l'exposition des arts décoratifs, on a au milieu du jardin exactement ce motif de gradine. Sur cette embase, vous avez une statue d'Émile Popinot qui est un sculpteur d'époque, local en plus. Cette statue n'est pas celle qui avait été placée à l'origine, donc en 1930. À l'origine, c'était une statue de Blanchard, qui était une Diane surprise, tout à fait dans un style académique. Le directeur général des Beaux-Arts, qui est venu dans les années 30 visiter le jardin, a trouvé que cette statue n'était pas tout à fait conforme au code, et donc a souhaité, et ça ne le sera qu'en 1948, qu'elle soit remplacée par cette statue plus contemporaine. Il faut imaginer ici que vous aviez de part et d'autre, là où vous avez les massifs végétaux, c'était les embases des deux vases de pierre patou. Donc je vous rappelle des vases monumentaux constitués de plaques de céramique qui faisaient près de 7 mètres de haut et donc qui captaient complètement l'espace. C'est pour ça que cette statue, en tout cas celle d'origine, avait du mal à trouver sa place dans cet environnement. Donc rappelez-vous, nous avions là l'embase des grands vases de Patou et en encadrement sur les murets de chaque côté, là-bas et ici, nous avions les sculptures de Le Bourgeois, donc les autruches stylisées, donc en grès, en céramique en grès, qui étaient situées là. Autre artiste contemporain, ici nous avons un cadran solaire en bronze de Louis Thébault, qui est un artiste local et qui date à peu près de 1930. Dans le fond, nous avons les arcades d'If, tout à fait typiques. S'il y a vraiment un emblème pour le jardin des Prés-Fichot, c'est celui-là. Donc vous voyez des arcades qui ont été faites à partir de pylônes. En fait, en 1930, quand le jardin a été inauguré, il s'agissait de pylônes. Et Paul Margarita, qui était encore directeur à l'époque, a choisi en 1936 de faire prolonger ces pylônes pour former ces arcades. C'est pour ça qu'elles ont une forme à la fois caractéristique de l'art déco, mais quand même très spécifique. Donc là, nous avons une forme maçonnée, tout à fait typique de l'art déco. Vous voyez cette stylisation de jet d'eau très verticale. C'est un motif qu'on retrouve partout dans l'art déco. Nous avions ici les embases des deux béliers, toujours de Le Bourgeois, donc stylisés, qui étaient présents à cet emplacement-là le jour de l'inauguration et qui ont survécu pendant près de quelques décennies. Toujours dans l'art déco, nous avons ici la forme très caractéristique de la pilastre surmontée d'une pierre reconstituée. Ces motifs ont disparu sur les autres pilastres du jardin. C'est un projet de pouvoir les remettre.
Nous avons ici une table d'orientation réalisée par Paul Margarita, conçue par Paul Margarita et réalisée par Louis Thébault, donc le même que celui qui a fait le cadran solaire. Nous avons encore une fois tous les codes, une figure octogonale, à la fois sur la table et sur l'embase, le carrelage, l'utilisation de béton armé. Ici, nous abordons la stylisation des motifs, par exemple sur les grilles. Nous avons ici une abstraction d'un jet d'eau et une spirale. Ces deux motifs sont tout à fait typiques de l'époque. Edgar Brandt, grand ferronnier de l'époque 1930, utilisera énormément ce type de motif. Nous sommes ici à l'entrée du théâtre. À l'époque, elle était encadrée par deux statues de Louis Monard, toujours en céramique, figurant deux centaures. Maintenant, je vous invite au théâtre. Nous voici arrivés au milieu du théâtre. Les gradines, comme la scène, ont été remontées dans les années 30. Les fabriques ont été conçues, dessinées et construites par Paul Margarita. Ces structures sont tout à fait typiques des années 30. Elles recevaient des spectacles très populaires. La scène était d'ailleurs prévue pour accueillir près de 1000 à 2000 personnes. Même Édith Piaf est venue chanter ici. Nous avons terminé notre promenade au sein du jardin des Prés Fichot. Il s'agit d'un jardin tout à fait typique du retour au jardin régulier du début du XXe siècle, qui a successivement coché tous les codes de l'art déco. Il s'agit donc d'un jardin tout à fait exceptionnel et qu'il convient de valoriser à l'aube de son prochain centenaire.